Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Manuela à Fiji. Bonjour chers auditeurs, merci de votre écoute fidèle et de votre soutien. Bienvenue dans le deuxième épisode de notre série de grands entretiens consacrés au clan des Médicis, famille de banquiers florentins propulsés au sommet du pouvoir politique et religieux dans cette Italie renaissante des 15e et 16e siècles. Alors notre premier épisode, rappelez-vous, était centré sur la figure clé de Laurent le Magnifique, sur ses 20 années de règne à Florence, ce qui correspond, on peut peut-être le dire, à la période la plus glorieuse de l'histoire de la cité toscane. Eh bien aujourd'hui, place aux héritiers de Laurent, ses fils, ses neveux, Pierre, Julien, Jean, Laurent, Jules, qui chercheront tant bien que mal à maintenir la domination médicéenne sur Florence, tout en la portant aussi à Rome et au Vatican, alors que les guerres d'Italie déchirent et ruinent la péninsule. Et c'est avec plaisir que je retrouve Marcello Simonetta, ici à Florence. Bonjour. Bonjour. Merci de revenir au micro de Storia Voce. Vous êtes historien de la Renaissance, spécialiste de Machiavel et des Médicis. Eh bien, nous allons balayer aujourd'hui 35 ans d'histoire italienne à travers les heures et les malheurs des Médicis. Alors, la mort de Laurent à 43 ans, c'est en 1492, marque indéniablement la fin d'une époque, d'une phase pour les Médicis. À qui laisse-t-il les rênes de sa maison et de Florence, et surtout dans quel contexte? Alors Laurent avait 3 fils. Les premiers s'appelaient Piero et c'est lui, en théorie, c'est lui qui devrait porter la famille à des grandes fortunes. On va voir qu'en fait, les surnoms de Piero et les malchancés, et donc il va pas nécessairement être les bons. Le deuxième fils s'appelle Jean, et il a été fait cardinal à l'âge incroyable de 13 ans. C'était une sorte de deal secret entre Laurent et les papes Innocent VIII. Laurent, on l'a vu la dernière fois, il a eu ses problèmes avec l'Église, en particulier avec le pape Sixte IV. Il a compris que pour pousser la gloire de sa famille, il faut trouver une manière de mettre les pieds dans l'Église au lieu de la combattre. Et donc, il a donné une très riche dot à sa fille pour épouser un des fils de ces papes, Innocent VIII. En échange, il a eu la permission de faire son deuxième fils cardinal à un âge franchement un peu gênante. Et le troisième fils s'appelle Julien. Et il est un peu le poète et tombeur de femmes de la famille, le plus sympa, je dois dire. Et c'est sur ces 3 fils qu'il va parier les futurs de la dynastie. Et quel est le contexte après la mort de Laurent ? Alors, la ville de Florence est, jusqu'à ce moment-là, sous le contrôle des Médicis. On l'a vu, c'est une sorte de lobby, on l'appelait. Les Médicis n'ont pas des charges officielles, mais en même temps, ils contrôlent les élections et l'argent. Et la ville est une république qui est sous le nom de ça. Et donc Piero, il se retrouve à faire des choses qui sont dans la même, disons, tradition, sauf qu'il n'est pas aussi, disons, vertueux dans le sens de Machiavel que son père. Et aussi, il y a des problèmes à l'extérieur parce que l'alliance traditionnelle avec Milan bascule un peu. Et aussi en Europe, les choses changent très vite. Et surtout, il y a une menace qui vient du nord. Alors justement, on va en parler de cette menace.
nous sommes en l'an 1494. C'est un peu l'année qui marque un drame national pour la péninsule, puisqu'il y a une invasion française, donc menée par le roi Charles VIII, qui veut faire valoir les droits de sa famille sur le royaume de Naples. C'est donc le début de ce qu'on appelle les guerres d'Italie. Quelle attitude les Médicis vont-ils adopter face à l'envahisseur français ? Bon, la tradition veut que les Français et les Florentins soient bien liés. Piero, il est convaincu qu'il pourra acheter la faveur du roi qui descend en Italie avec une armée énorme, très bien équipée, aussi des canons. L'usage de l'artillerie est une sorte de nouveauté technologique qui les Français savent utiliser très fortement et très cruellement. Et donc, ce qu'il fait, il va rencontrer les rois sur la rue, au nord de Florence, et il lui donne les clés des forteresses qui auraient pu, en théorie, arrêter la descente de la même armée, mais sans demander la permission de la ville. Donc, effectivement, il abuse de son pouvoir, officiel ou non, et donc cette situation va créer une vraie révolution à Florence. Donc les Français, ils vont arriver, mais au moment où les rois arrivent dans la ville, pacifiquement, les Médicis ont déjà été expulsés. Alors, une petite digression. Vous parliez tout à l'heure de l'alliance entre Milan et Florence qui vacille. On peut dire qu'avec les guerres d'Italie, cette invasion de Charles VIII, elle se brise complètement. Est-ce qu'on peut dire que cette alliance entre les Sforza de Milan et les Médicis de Florence, qui était très forte, très solide sous Cosme et sous Laurent, était en quelque sorte l'assurance d'une certaine stabilité de la péninsule ? Oui, et la défaillance de cette alliance est vraiment la fin d'une époque. C'est les ducs de Milan, Ludovic le Mort, qui avait effectivement aussi pris le pouvoir d'une manière pas trop légitime en empoisonnant Jean Galéa, les fils du duc, son frère, et aussi en éliminant son chancelier Chico Simonetta, mon ancêtre dont on a parlé la dernière fois. Donc j'aime pas trop ces personnages. Ludovic, qui est effectivement un renard, mais un renard qui ne comprend pas les conséquences de ses actions. Donc c'est lui qui veut détruire les pouvoirs des Napolitains, des Aragones à Naples. En faisant ça, il fait exploser l'équilibre très précaire qui existait en Italie, et voilà que tout le monde va souffrir d'une manière ou de l'autre. Alors les Médicis sont expulsés de Florence et la ville bascule dans une théocratie avec le moine Savonarole, le dominicain. Les rênes de l'État, après la chute de Savonarole, sont ensuite confiées à un gonfalonier qui s'appelle Pierre Soderini. Après plusieurs vaines tentatives, les Médicis vont finalement revenir à Florence quelques années plus tard. Comment y parviennent-ils ? Alors, c'est un procès lent, compliqué, parce que ça prend 18 ans. C'est long, cet exil pendant lequel, au début, les Florentins sont très forts. Ils se libèrent, comme vous avez dit, de l'ayatollah Savonarola, qui est un personnage très, très compliqué. On ne va pas en parler aujourd'hui, même s'il était présent, c'est ça la tradition, pour refuser la confession de Laurent le Magnifique. Donc vous voyez déjà que les rapports entre les Médicis et lui n'étaient pas bons. Mais aussi, il est un prophète désarmé, comme disait Machiavel. Il n'arrive pas à tenir le bout après 3 à 4 ans, et donc il s'est fait brûler dans un autodafé sur la Piazza della Signoria. Et après, le gonfalonier Soderini, qui choisit le même Machiavel comme son secrétaire,
arrive à contrôler la ville et à pousser la République vers, disons, la liberté, plus ou moins. Les Médicis, entre-temps, gagnent la faveur des citoyens un peu pas trop contents, surtout les très riches, qui sont pas contents de la République qui ne lui donne pas les mêmes, disons, libertés fiscales que les Médicis. Et donc, ça devient lentement une sorte de guerre de classes et en même temps, les contrastes, la guerre entre l'Espagne et la France continue sur le territoire italien. En effet, Piero lui-même s'est fait tuer dans la bataille de Garigliano, qui est perdue par les Français. Et donc, il n'est plus là. Il était finalement Pierre le Fou. Il était un peu bête. Et par contre, Jean est vraiment très malin. Et il approche tous les citoyens florentins avec des cadeaux, avec des caresses, et commence à créer une sorte de front, de fronde contre la République. Après, il y a une autre bataille très importante des Ravenne, en 1512, en avril, où, encore une fois, c'est une bataille très cruelle. Les Français, ils gagnent la bataille, mais ils perdent la guerre. Parce que leur commandant, très héroïque, il meurt dans la bataille et les pertes sont tellement énormes que les Français sont contraints à se retirer. Dans ce moment-là, Jean, qui était tombé otage des Français, il arrive à se débrouiller. Et les papes, qui s'appellent Jules II, pape guerrier, il donne comme, disons, compensation à Jean la possibilité de se mettre aux portes de Florence avec l'armée espagnole. Et c'est là que les choses vont basculer. Donc les Médicis reviennent à Florence grâce au pape Jules II, finalement, et à la ruse de Jean de Médicis. Quelle est la nature du nouveau régime qu'ils instaurent ? Bon, au début, ils font semblant de suivre les règles de la Constitution républicaine, mais ça dure pas trop longtemps. Et effectivement, ils font une sorte de coup militaire. Ils changent la forme du gouvernement. Ils écrasent les concilio grande, les grands conseils qui représentaient dans une manière, disons, plus démocratique la population florentine. Et on revient plus ou moins au système qu'avant, où les gens sont choisis personnellement par les Médicis. Est-ce que à ce moment-là, la gouvernance de Laurent de Médicis représente encore un modèle à suivre ? Oui, évidemment, les mythes de la magnificence de Laurent, c'est ça les moments où elle redevient très forte, parce que c'est aussi une époque avant les grands bouleversements des guerres. Et donc, cette mythisation de la paix, de l'équilibre, de la richesse et tout ça est un élément très fort dans cette récréation de la gouvernance des Médicis à Florence. Alors, j'aimerais juste faire une brève parenthèse sur le titre de votre second ouvrage sur les Médicis. Vous l'avez intitulé « Des renards et des lions ». Pourquoi avoir choisi cette métaphore animalière pour parler de cette famille ? Parce que c'est une métaphore utilisée par Machiavel dans son livre Les Princes, Machiavel écrit effectivement exactement dans ces moments-là. Machiavel s'est fait expulser aussi du gouvernement. Parce que lui, il joue un rôle assez important avec le gouvernement précédent. Il était très loyal à Soderini, même s'il ne l'aimait pas trop.
il est considéré un peu ingénu, un peu naïf, mais il ne croyait pas que les Médicis allaient s'en prendre à lui, parce qu'il avait fait son boulot, effectivement. Mais des gens dans les cercles Médicis considéraient Machiavel une sorte de quelqu'un dont on ne pouvait pas se fier. Et donc, il se trouve sans emploi. En plus, il y a une petite conjuration organisée au début de l'année 1713, où probablement il n'avait pas un rôle direct, mais les gens qui l'ont organisé l'ont impliqué, et alors il se trouve effectivement torturé et condamné, même s'il n'avoue absolument rien. Et c'est seulement grâce à un événement un peu miraculeux qu'il sort des prisons. Et c'est là qu'il commence à écrire Les Princes. Et dans un des chapitres les plus fameux, il explique aux princes qu'il ne faut pas être bon tout le temps, on ne peut pas se permettre ces luxes. Et donc il faut utiliser ou la ruse, donc les renards, ou la force, les lions, mais plutôt les deux ensemble, dans une alternance, disons, sage et maligne, évidemment. Et donc, du coup, c'est ce que les Médicis ont fait ? Et on va le voir, oui, décidément, oui. La dernière fois, nous avions parlé un peu de l'unité de ce clan Médicis. Est-ce que vous nous aviez dit qu'il me semble que ce clan était plutôt soudé? Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il arrive à maintenir cette unité? Pas de la même manière, aussi parce qu'il y a des branches de familles qui sont un peu éparpillées. Les branches cadettes. Alors, d'un côté, il y a les branches cadettes qui s'appellent les branches populaires. Et ces gens-là ont eu un rôle dans la République et évidemment, ils ne sont pas à l'aise dans la nouvelle gouvernance. Mais surtout, il y a d'un côté les fils de Piero qui s'appellent Laurent, comme son grand-père. Il n'est pas du tout magnifique, même si Machiavel va lui dédier son prince. Et surtout, il est poussé très fortement par sa mère. Alfonsina Orsini, qui est un personnage d'une force, d'une énergie incroyable. C'est aussi grâce à elle que, quand les Médicis sont revenus à Florence, il y avait déjà les terrains prêts pour les accueillir, surtout du côté des familles, les optimates, les plus riches. Et de l'autre côté, on a Julien, qui est le troisième fils de Laurent, qui est aussi ambitieux, mais il a des problèmes de santé très graves. Donc les papes, son frère, essaient de lui faire épouser une princesse de Savoie. Et il lui donne aussi les titres des commandants de l'armée de l'Église, au moment où il y a une autre menace de descente des Français en Italie. Mais là, il tombe très malade et donc il ne peut pas vraiment pousser. Donc c'est Laurent qui prend, disons, les sceptres du pouvoir dans la famille. Alors, la mort du pape Jules II intervient en 1513 et donc ça ouvre la voie à un conclave. Et c'est donc Jean de Médicis, le fils de Laurent, qui est élu au siège de Pierre, non sans avoir très largement intrigué à cette fin. Comment les Florentins accueillent-ils cette élection ? Bon, ils font la grande fête. C'est le premier Florentin de l'histoire qui s'est fait élire pape. Aussi, probablement le pape plus jeune de l'histoire. 37 ans, c'est ça ? Voilà. Et il a fait semblant d'être très malade, mais il n'était pas du tout. Et donc, avec le nom de Léon X, voilà, les Léon aussi, il est un pape qui a des grandes promesses. Il est jeune, il est bien cultivé et il a la réputation d'être très bon et gentil, mais on va voir que c'est pas nécessairement la vérité. Et il doit choisir de quel côté mettre ses pions. Et c'est là qu'il y a aussi en France qu'il se passe quelque chose de nouveau.
le roi Louis XII, qui avait conquéri et après perdu Milan, meurt en 1115 et il s'est fait remplacer par un jeune personnage qui s'appelle François Ier. Duc d'Angoulême. Et voilà que François Ier, il décide qu'il va reconquérir tout ce que son prédécesseur a perdu. Alors, l'accession au cardinalat puis au siège apostolique, c'est un peu l'objectif caressé par toutes les grandes familles patriciennes d'Italie, des familles de la noblesse, mais ce n'est pas le cas des Médicis. Les Médicis ne sont pas de l'aristocratie. Alors, à cette aune, quelle valeur symbolique cette élection de Jean de Médicis au trône de Pierre va revêtir pour cette dynastie ? C'est un rôle énorme pour le futur de la famille, évidemment. C'était l'investissement de Laurent qui avait tout vu à l'avance. Il ne pouvait pas prévoir que son fils allait devenir pape à ce jeune âge, mais voilà, c'est grâce à lui, effectivement. Et dans ce moment, les Médicis vont rentrer dans cette catégorie des nobles, et même si le sang n'est pas noble du tout. Être élu au siège de Pierre, évidemment, implique des avantages économiques et financiers considérables. Qu'en est-il du prestige moral et spirituel de cette fonction ? Est-ce que c'est important pour Jean de Médicis ? Franchement, je crois pas trop. J'ai raison de les croire parce que j'ai étudié un peu tout son pontificat. On va le voir dans certaines situations particulières, mais en général, il faut dire qu'il s'est moqué un peu de la fable de Christ, comme il l'appelait lui-même, qui était un instrument pour lui de pouvoir et de conquête, de manipulation. Et donc, effectivement, la réforme qui se passe dans les années de son pontificat aura eu des raisons pour protester de la corruption de l'Église, qui n'est pas nouvelle, mais certainement les médecins ne vont pas changer ces problèmes-là. Cette pratique. Alors, Léon X est le chef de l'Église universelle. Les territoires qui dépendent du Saint-Siège sont vastes, ils sont riches, et pourtant, son regard sera toujours tourné vers Florence. Oui, c'est sa ville, c'est sa patrie, mais là, effectivement, c'est le rôle d'un autre Florentin qui va vraiment changer les choses. C'est un jeune homme qui s'appelle Filippo Strozzi, qui a épousé la première fille de Piero, qui s'appelle Clarice de Medici, au moment où ça a été un peu dangereux, parce que les Médicis étaient encore exilés. Donc il y a une sorte de gratitude des Médicis envers ce jeune homme qui vient d'une famille aussi riche que la famille des Médicis. Et rival des Médicis. Qui était rivaux des Médicis avant, mais qui devient, pour une certaine période, les meilleurs alliés. Et ça va se dérouler dans les domaines financiers. Parce que notre Filippo, en 1515, devient en même temps les dépositarios, les trésoriers de l'Église et aussi de la ville de Florence. Et je vous l'anticipe, mais maintenant, ce qui se passe effectivement, c'est que ces banquiers très malins, amis de Machiavel, et peut-être aussi quelqu'un qui a payé Machiavel pour écrire Les Princes, ça c'est une hypothèse que j'ai développée. Bon, celui-là, il vole effectivement des sommes énormes d'argent à la ville de Florence, et il les met dans les caisses du pape. On va découvrir ça après, et il va faire des petits changements dans les livres des comptes,
mais c'est grâce à ces financements, disons, occultes, noirs, que les papes peuvent avoir une vie plutôt luxueuse et amusante. Alors justement, c'est un train de vie très fastueux, très dispendieux que celui du pape Léon X, et cela évidemment très connu. Et cela ne sera pas sans conséquence, nous le verrons. Est-ce que la ville de Rome profite des prodigalités de Léon X ? Dans le moment, oui, certainement, surtout les cardinaux, leurs amis. Mais il faut dire que, du point de vue de l'art, le rôle de Médicis a été un peu survalué. C'est ça mon opinion. Et il y a beaucoup de banquets, il y a beaucoup de spectacles. Dans l'éphémère, disons, il y a des choses spectaculaires. Mais sur le côté de l'architecture, même de la peinture, évidemment, les projets, par exemple, des stances et des chambres de Raphaël, c'est un projet de Jules II. Qui s'aboutit sous la direction de Léon X, mais c'est pas son initiative. Et les mêmes, on peut dire aussi pour la chapelle Sixtine, c'est Michel-Ange qui va décorer les plafonds de la chapelle sous Jules II. Donc, on associe normalement ces grandes œuvres aux Médicis, mais on oublie qu'en effet, c'était pas eux qui avaient commencé et souvent, c'était pas eux qui ont fini ces œuvres. Donc, aussi à Florence, ils font des choses, surtout on va voir dans l'église de San Lorenzo, qui est pratiquement une église des familles, et autre chose. Mais c'est surtout pour la gloire de la famille elle-même, plutôt que pour les deux villes dans lesquelles ils ont pratiquement un pouvoir absolu. Alors, Léon X, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il a été auréolé d'une image de bonté. D'une manière générale, la famille Médicis, on les a toujours comparés aux Borgia pour dire que les Borgia c'était un peu le mal absolu, et les Médicis avaient plutôt une réputation plutôt sympathique. Mais vous montrez dans votre livre qu'il n'en est absolument rien. Léon X, c'est le portrait d'un pape rusé, féroce, plutôt manipulateur que vous brossez dans votre livre. Oui, surtout hypocrite. C'est ça la chose les Borgia, ils sont pas trop gentils évidemment, mais ils ne cachaient pas leur côté. Et Léon, par contre, il arrive à la cacher même dans des situations extrêmes. Un exemple dont je parle au milieu de mon livre Les Renards et les Lions, c'est la conjuration soi-disant des cardinaux en 1717. La version officielle de l'histoire est qu'un groupe de cardinaux plutôt puissants et riches ont essayé d'empoisonner les papes. Et moi, en faisant un peu de detective work, je crois démontrer que c'est pas du tout l'histoire. C'est le pape qui veut se libérer de ces cardinaux. Il a besoin d'argent parce qu'il a commencé des guerres très coûteuses pour donner un petit état, l'état d'Urbino, qui était de Montefeltro et après de la Rovere, à son neveu Lorenzo. Et c'est une idée très mauvaise parce que les ducs est un type très très fort et il résiste, il les met vraiment dans l'embarras, et donc il dépense des sommes incroyables d'argent, même avec l'aide de la banque de Filippo Strozzi et tout ça, il n'arrive pas à tout payer, et donc il arrive à séquestrer tous les biens de ces cardinaux avec les prétextes qu'ils ont été appliqués dans cette conjuration. Donc je montre
toute l'histoire dans un grand détail, c'est une histoire bouleversante, parce qu'on voit un pape qui, comme des princes de l'Arabie saoudite d'aujourd'hui, il convoque les gens sous prétexte d'amitié, et après il les force il les chante effectivement à lui donner tout leur argent s'il veut sortir vivant. Et tout ça se passe en 1717 quand Luther mettait ses thèses à Wittenberg, mais si seulement il avait su les choses qui se passaient vraiment à Rome, les indulgences dont il s'est fâché tellement, ils étaient qu'une très très petite question pour vraiment à côté de ces piratages féroces qui faisaient les mêmes papes contre ces cardinaux. Donc d'un côté, il détruit tous les cardinaux qui les gênaient pour une raison ou l'autre, et de l'autre côté, il fait une création, il élit 31 cardinaux. Donc il triplique les nombres des cardinaux dans les collèges, évidemment avec des gens qui sont plus ou moins favorables au Médicis, et surtout il fait payer des sommes énormes pour obtenir leur élection. Et donc, il fait vraiment des opérations très très sans scrupules. Et voilà, oui, il est Rennes plutôt que Lyon, mais sa réputation de bonté est vraiment un peu usurpée. Oui. Alors, très brièvement, vous avez évoqué Luther, qui est quand même un événement majeur. Vous disiez tout à l'heure que Léon X n'avait un peu que faire de l'aspect éminemment pourtant spirituel de sa fonction. Est-ce qu'il a pris la mesure de ce qui s'est passé avec Luther? Non. Il y a évidemment des réactions plutôt du côté théologique. Il envoie des gens pas particulièrement doués pour répondre aux critiques de Luther. Mais on ne fait pas grand-chose là. Surtout, on ne comprenait pas, les papes, ces gens ces conseillers, ils ne comprennent pas vraiment la gravité de la situation. Et c'est une sorte de gangrène qui commence lentement, mais qui procède et qui va effectivement tuer l'unité de la christianité en Europe. Alors, Léon X meurt en 1521. Comment qualifieriez-vous finalement ce premier pontificat médicéen? Et bon, c'est les pontificats des grands fêtes, mais comme toujours, quand on dépense beaucoup d'argent, il y a quelqu'un d'autre qui doit payer. Et ça va arriver aux générations après. Donc l'image de ces papes généreux et amants de la bouffe comme de l'art et tout ça, elle n'est pas fausse, mais moi je le considère un pape très irresponsable et manipulateur, qui n'a pas fait du bien ni à la ville de Rome, ni à la ville de Florence, et surtout pas à l'Italie, et pas à l'Europe chrétienne. Alors justement, très très brièvement, comment s'est-il positionné par rapport justement aux guerres d'Italie? Comment a-t-il noué des alliances particulières? Quels étaient ses intérêts? Bon, il essaie d'adopter le principe de la neutralité qui Machiavel critiquait fortement dans son livre. Donc il se pose toujours du côté de vainqueur. Quand François Ier gagne à Marignan, même si les papes étaient formellement du côté des Espagnols, il fait semblant d'être bon ami de François. Après quelques années, il décide de se mettre contre François et il les trahit. Et c'est grâce à Jules de Médicis, le cardinal, son cousin, que les Français sont chassés la deuxième fois de Milan
en 1521, juste avant la mort du pape. Et c'est effectivement le même Jules de Médicis qui apprend l'intervalle d'un pape hollandais qui s'appelle Adrien VI. Il arrive à se faire élire pape lui-même avec le nom de Clément VII en 1523. Alors, ce fameux Jules de Médicis, c'est le fils illégitime de Julien, le frère de Laurent le Magnifique, qui a été tué, on se le rappelle, dans le Duomo de Florence lors de la conjuration des Pazzi. Il prend le nom de Clément VII, vous l'avez dit. Comment se positionne-t-il par rapport au pontificat de son cousin? Et bon, il comprend très vite qu'on ne peut pas dépenser l'argent dans la même manière. En fait, une des accusations plus fortes contre lui, c'est toujours d'être un peu trop à ne pas dépenser. À la limite du masochisme, on va le voir. Et au début, il s'est fait lire comme quelqu'un qui est ami de l'empereur Charles Quint, mais aussi il n'est pas très fort dans les décisions. On peut pas dire que Léon n'était pas vite à prendre des décisions. Et au contraire, Clément souffre d'une sorte de complexe d'indécisionnisme. Il est assez attentiste finalement. Voilà, trop. Et donc, au lieu de se faire des amis et des alliés, il arrive à aliéner tout le monde parce que personne tous se méfient de lui. Et donc, quand il se met du côté des Français, quand François Ier il revient en Italie, il essaie encore une fois de conquérir la Lombardie, cette fois avec le débâcle des Pavie en 1525. C'est une massacre énorme de Français, et les rois se trouvent prisonniers de son pire ennemi, Charles Quint. Il va rester prisonnier pendant un an entier. Et dans ce moment-là, le pape essaie de se débrouiller, mais comprend qu'il se pose de la part de l'empereur. L'empereur va devenir le maître absolu de l'Italie. Donc, il est un peu indécis, encore une fois, et dans son hamlétisme, il finit pour attirer les désirs de vengeance de Charles Quint lui-même. Alors, cette vengeance va se dérouler peut-être en deux phases. Il me semble que Charles Quint va attiser les divisions internes dans la ville de Rome, notamment en poussant un peu les colonna. Les colonna, donc c'est une grande famille romaine qui en veut à Clément VII. Pourquoi ? Alors, les Colonna sont une famille fortement philo-impériale qui se sent trahie par le fait que Clément, qui avait été élu comme impérial, il les a abandonnés. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. Il faut aussi rappeler que les Orsini, qui sont une autre famille romaine, la famille, et qui sont liés par sang. Il y a deux femmes Orsini qui ont épousé deux Médicis, sont évidemment pas leurs amis. Donc en septembre 1526, les colonnes, après avoir signé une trêve avec le pape et l'avoir convaincu à ne pas dépenser encore une fois l'argent, son obsession, et donc il est pratiquement nu, il a pas des protections, il se présente dans la ville de Rome, les colonnes, et ils font un petit sac de Rome qui n'est pas trop connu, mais est absolument crucial pour l'histoire qui va suivre, parce qu'il prend comme cible seulement les Vaticans. Donc il touche pas la ville, mais dans les Vaticans ils volent beaucoup des choses précieuses, surtout à l'église Saint-Pierre. Et le Vatican n'est pas défendu, c'est ce que vous nous dites. Le fait que Clément VII n'ait pas voulu dépenser pour payer des mercenaires pour le défendre. Il n'y a pas des gardes, et donc le pape il doit s'échapper dans les châteaux Saint-Ange, sur les petits passetto bâtis par les Borgia.
Et après, et là c'est un détail fondamental dans ma version de l'histoire, c'est que pour garantir aux colonnes qu'il n'y aura pas de répercussions de leur action très violente, il prend comme otage les personnages clés de la finance du pape, c'est encore une fois Filippo Strozzi. Donc Filippo se trouve otage dans les mains de ses ennemis. Et le pape, même s'il avait promis qu'il n'aurait pas fait rien contre les colonnes, il ne peut pas résister à la tentation de les punir. Et c'est là que Filippo comprend que sa vie est un risque et un danger. Et cette situation va tout changer pour l'Italie, pour Rome et pour le pape. Parce que le pape n'aura plus d'argent, n'aura plus de... Pas immédiatement, parce qu'évidemment Filippo est encore prisonnier, mais il signe un pacte secret, moi je l'ai retrouvé dans les archives, avec les colonnes, et donc il ne paie même pas l'argent qu'il devait payer pour se libérer sous une condition, qui est au moment où il revient à Florence, il va chasser les Médicis de Florence. Et c'est un pacte secret qui va se dérouler, on va voir comment. Donc Strozzi est un peu lâché par Clément VII et il se venge. Vous avez parlé du sac du Vatican en 1526 qui est important mais finalement assez méconnu. Et puis évidemment en mai 1527, c'est le sac de Rome qui va durer 4 semaines. Pendant 4 semaines, les lansquenets luthériens de Charles Quint commettent les pires outrages, saccagent la ville. Et ça laisse un souvenir absolument épouvantable. Le pape est obligé de se réfugier encore une fois au château Saint-Ange. Il ne peut pas sortir. Il est spectateur de sa ville saccagée. Est-ce que vous direz que cet événement, le sac de Rome, marque un point de bascule ? Ah oui, décidément, c'est un moment tragique. C'est l'horreur totale. Au moins 10 000 personnes meurent d'une manière ou dans l'autre dans cette époque. C'est 20% de la population entière de Rome. On va pas décrire les horreurs, mais du point de vue politique, ça signifie les points plus bas de la carrière de Clément VII. Il doit signer une trêve très humiliante avec les impériaux qui l'ont effectivement tenu otage et prisonnier. Il doit payer des sommes d'argent énormes et surtout, au même temps, Filippo qui s'est échappé de Rome juste 2 jours avant les sacs, il se présente aux Médicis de Florence. Et lui annonce que malheureusement ils ont plus d'argent parce qu'il ne lui va pas donner. Et donc très gentiment il les invite à quitter la ville sans résister. Et c'est là que le pape qui avait tout en 1525 se trouve avec rien. Il ne contrôle pas la ville de Rome, les sacs continuent effectivement pendant 2 mois, et en même temps, le contrôle de la ville de Florence n'est pas plus à lui. Est-ce qu'il s'agit d'une débâcle irrémédiable pour les Médicis ? On croirait que ça c'est le cas, mais non. Mais ça, c'est une histoire que j'ai racontée dans un autre livre sur Catherine de Médicis, la jeune. Et donc, on peut dire que dans ce moment, tout semble perdu pour les Médicis, mais ils vont regagner, pas tout, mais presque. Ils vont se venger lentement, comme des renards et comme des lions. Merci beaucoup Marcello Simonetta, historien de la Renaissance, spécialiste des Médicis. Merci de nous avoir accueillis ici à Florence. On se retrouve en octobre pour le dernier épisode de notre série médicéenne. Il sera consacré à Catherine, justement, dernière héritière de la branche aînée de cette famille. Catherine, la survivante, une Médicis sur le trône de France. Merci à vous, chers auditeurs, et à très bientôt.